Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire datant de la seconde moitié du 19e siècle. Installez-vous confortablement pendant que nous partons aux États-Unis. Mary Elizabeth Stannard est née en 1856 à Madison, dans le comté de New Haven, au Connecticut. Jeune fille, elle était considérée comme assez timide. Elle vivait avec son père nommé Charles, sa belle-mère et sa demi-sœur nommée Suzanne. Mary était une enfant serviable. Elle rangeait la maison et faisait toutes ses tâches sans jamais rechigner. Elle avait reçu un peu d'instruction, mais rencontrait des difficultés scolaires. Adolescente, elle travaillait dès qu'elle le pouvait, aidant souvent au ménage dans les grandes maisons de Madison. Elle était connue de la plupart des habitants grâce à son attitude enjouée. On remarquait souvent que des jeunes hommes l'abordaient, tous semblant désireux de faire sa connaissance. Mais tout le monde croyait que Mary était une jeune femme douce et innocente. C'est donc avec surprise qu'en 1875, les gens commencèrent à se demander si mademoiselle Mary Stannard attendait un enfant. Le 7 avril 1876, alors qu'elle avait 19 ans, Mary donna naissance à un petit garçon qu'elle appela William Victor Stannard. Bientôt, il sembla que tous les 1600 habitants de Madison étaient au courant de sa situation, et la rumeur disait que le père était un jeune homme marié qui vivait dans la ville de Wallingford. Qui qu'il fût, il n'avait aucune intention de quitter sa femme et d'épouser Mary. À l'époque, une femme qui donnait naissance à un enfant sans être mariée était considérée comme immorale, et cela s'accompagnait d'une certaine stigmatisation sociale. Mary, cependant, était vue avec beaucoup plus de sympathie, car bien qu'elle ait toujours été courtoise et polie, et qu'elle faisait de son mieux pour aider les gens quand elle le pouvait. Beaucoup d'habitants de Madison la considéraient comme une jeune femme assez simple d'esprit. Mary s'occupait de son bébé dans la petite maison et recevait souvent des visites d'amis ou de famille, souhaitant subvenir seule aux besoins de son enfant. Elle n'était pas prête à rester à la maison et à accepter la charité des autres. Le révérend Herbert H. Hayden était un ministre méthodiste de 27 ans qui avait été nommé dans le village de Rockland, à environ 16 km de Madison. Il avait épousé sa femme, nommée Rosa, le 8 août 1871 et en 1873, Rosa donna naissance à une fille. C'était une jeune femme agréable et travailleuse qui était employée comme institutrice. Elle était intelligente, mais on la considérait comme ayant une constitution délicate. Elle avait subi de terribles pertes dans sa vie, car dans l'année qui suivit son mariage, sa mère, sa sœur et son frère moururent tous de la tuberculose. Le révérend Hayden est né en 1850 à Boston, dans le Massachusetts. Il était le fils d'un cordonnier et, lorsqu'il avait 4 ans, la famille a déménagé à quelques kilomètres de là, à Dighton, où son père a ouvert un commerce de village qui est devenu une entreprise très prospère. Il a fréquenté l'école jusqu'à l'âge de 16 ans, puis il a travaillé comme apprenti charpentier. Mais après 2 ans, il a reçu sa vocation pour devenir pasteur. Il affirmait qu'il ne voulait pas entreprendre ce travail et priait pour ne pas avoir à le faire, mais la vocation était trop forte, alors il étudia pour devenir prédicateur. En 1876, on lui a demandé de devenir le pasteur du village de Rockland. Il accepta donc et, avec sa femme et ses 2 enfants, il s'installa dans une petite ferme à proximité. Les choses allaient bien pour lui, et sa réputation grandissait tellement qu'en août 1877, on lui demanda s'il accepterait également de assurer le culte du dimanche dans la ville de Madison. À l'hiver 1877, on lui proposa un poste d'enseignant à Madison. Cela signifiait qu'il devait quitter sa famille le samedi après-midi pour s'y rendre. Il prêchait le dimanche et travaillait comme enseignant en semaine, puis rentrait chez lui auprès de sa femme et ses enfants le vendredi. Cette période fut difficile pour Madame Rosa Hayden, l'épouse du prédicateur. Elle donnait des cours depuis la ferme et trouvait cela très difficile de gérer son travail tout en s'occupant de leur enfant. Et à ce moment-là, elle était de nouveau enceinte. Elle n'aimait pas non plus être laissée seule la nuit. Préoccupé pour sa femme, le révérend Hayden a fait en sorte qu'elle reçoive de l'aide. Ainsi, en décembre 1877, il engagea mademoiselle Mary Elizabeth Stannard, une jeune femme qu'il connaissait déjà. Comme il avait rendu visite à la famille et les avait encouragés à aller à l'église, le père de Mary avait aussi emprunté des outils au révérend. Il fut convenu que Mary aiderait Madame Hayden pendant la semaine. Elle arrivait à la maison le samedi après-midi, juste avant que le mari de Madame Hayden parte, et elle restait là jusqu'au vendredi soir, lorsque le révérend Hayden revenait de Madison. La situation dura jusqu'à la fin février 1878, lorsque l'école où le révérend Hayden enseignait ferma, et qu'il revint vivre avec sa famille.
Cependant, les gens avaient commencé à soupçonner que l'intérêt du révérend pour la jeune Mary Stannard était plus que celui d'un pasteur attentionné qu'il avait engagé pour aider sa femme. On l'avait souvent vu avec elle et des rumeurs en ville disaient que le couple aurait pu être mêlé à quelque chose de plus sombre. Bien que Mary ne travaillait plus chez les Hayden, ils lui demandèrent si elle pouvait s'occuper de leurs 2 enfants un soir de mars 1878, car ils étaient obligés d'assister à un souper d'huîtres organisé au profit de l'église de Rockland. Le souper avait lieu tout près de la maison, en fait il se trouvait à moins de 70 mètres. Donc, vers 21h, le révérend Hayden revint vérifier que les enfants allaient bien. Il ne s'absenta que peu de temps et tout était en ordre. Il retourna ensuite au souper aux huîtres. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John qui possédait une fortune mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir 1 mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos, me demanderez-vous? En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez. Alors ne ratez pas cette occasion. En août 1878, Mary alla séjourner chez une amie nommée Mademoiselle Jane Studley, qui habitait à Guilford, dans le Connecticut. Mary avait auparavant travaillé à la ferme de Monsieur Studley, et Monsieur et Madame Studley considéraient Mary comme une jeune femme agréable qui avait eu la malchance de se retrouver auparavant dans des circonstances difficiles. Monsieur Studley remarqua que Mary était très abattue et demanda à sa femme de lui parler. Après quelques encouragements, Mary, en larmes, raconta qu'elle avait eu des relations intimes avec un autre homme et craignait d'être à nouveau enceinte. Cela la troublait profondément, car elle savait qu'avoir un 2e enfant sans être mariée apporterait la honte sur sa famille, et elle était certaine que, cette fois, les braves gens de Madison ne seraient pas aussi compréhensifs envers sa situation. Madame Studley demanda à Mary qui était responsable de cette situation malheureuse, mais Mary était très réticente à le dire. Finalement, cependant, elle révéla en larmes que la personne était le révérend Hayden. Elle a dit que cela s'était passé en mars, alors qu'elle gardait les enfants du révérend et de Madame Hayden pour qu'ils aillent au souper aux huîtres. Elle a dit que le révérend était revenu le soir, qu'ils avaient eu une relation intime, puis qu'il était retourné au souper. Elle croyait qu'elle était maintenant enceinte de 5 mois. Madame Studley a observé Mary et en est venue à la conclusion qu'elle était effectivement enceinte. Mary a écrit une lettre à sa demi-sœur. Elle y a inclus une lettre qu'elle lui a demandé d'envoyer au révérend. Elle lui a demandé de l'accompagner à New Haven pour une interruption de grossesse, puis a indiqué qu'elle retournerait chez Monsieur et Madame Studley jusqu'à son rétablissement. Cependant, Monsieur Studley a dit qu'il ne voulait rien avoir à faire avec cela, et le lendemain, il a accompagné Mary chez son père dans sa petite maison. À ce moment-là, elle avait décidé que la lettre qu'elle avait écrite au révérend Hayden ne devait pas être envoyée, et a demandé à sa demi-sœur de la détruire. Mary lui a dit qu'elle tenait à lui parler en personne pour s'assurer que tout allait bien. Le lundi 2 septembre, Mary a rencontré le révérend Hayden. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter et qu'il s'occuperait de la situation. Il a dit qu'il achèterait un médicament qui ferait disparaître le problème. Il a ensuite convenu de la rencontrer le lendemain à 14h30 à côté du Gros Rocher, un bloc si grand qu'il avait reçu un nom. C'était un endroit où poussaient des murs sauvages et qui était entouré de grands arbres. Son père est revenu à la maison vers 16h30 et a remarqué que Mary n'était pas rentrée. Il savait qu'elle était partie cueillir des mûres,
mais elle aurait déjà dû être rentrée, alors il est parti à sa recherche. Il a descendu le chemin en criant son nom. Vers 5h30, Monsieur Charles Stannard est tombé sur la scène horrifiante de sa fille, étendue morte sur le sol. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine, ses vêtements n'étaient pas en désordre, et rien n'indiquait qu'elle avait été impliquée dans une quelconque lutte. Ses bonnets étaient soigneusement posés à côté d'elle. Le seau qu'elle avait apporté ne contenait pas de mur. Monsieur Stannard courut rapidement chercher de l'aide. Il frappa à la porte de Monsieur Francis Mills, qui alerta ses 2 fils, et ils se rendirent tous immédiatement à l'endroit où Mary était allongée. La nouvelle du meurtre commença alors à se répandre dans la ville, et, en peu de temps, plus d'une douzaine de personnes s'étaient rassemblées à l'endroit isolé autour du corps, parmi lesquels se trouvait un pasteur méthodiste, le révérend Herbert H. Hayden. Une recherche de l'arme eut lieu, sans résultat. Il commençait alors à faire sombre et il pleuvait. Le corps de Mary fut transporté chez son père et le juge de paix local fut averti. Des rumeurs sur la façon dont cette terrible tragédie s'était produite commencèrent bientôt à se répandre dans toute la ville de Madison et au-delà. Au début, on a supposé que Mary avait pu se donner la mort, mais ses bras étaient croisés. Elle avait reçu un coup à la tête et avait été poignardée à la gorge. Aucune arme retrouvée à proximité, des ecchymoses sur ses poignets. Le juge a ordonné qu'une autopsie soit pratiquée, laquelle a eu lieu à 3h du matin le mercredi 4 septembre et a été réalisée par le docteur Rufus W. Mathewson. Il a conclu que le décès était causé par un coup à la tête avec un objet contondant et une blessure par arme blanche au cou. La mort de la pauvre Mary Stannard était le seul sujet de conversation des habitants de Madison. Toute la journée du mercredi et du jeudi, les gens s'arrêtaient dans les rues pour voir si quelqu'un avait entendu parler de nouveaux développements dans l'enquête. Mais en réalité, le seul nom qui était mentionné était celui du révérend Herbert H. Hayden. Lorsque la demi-sœur de Mary raconta au juge comment Mary avait organisé une rencontre avec le pasteur pour discuter de son état, le shérif adjoint Hull reçut l'ordre de l'arrêter. La femme du révérend venait tout juste de donner naissance à leur 3e enfant. Néanmoins, il fut placé en garde à vue. Le lendemain, des journalistes affluèrent à Madison et tentèrent d'interviewer le suspect. Cependant, il ne voulait pas parler du crime dont il était accusé, se contentant de dire qu'il n'était pas coupable. Le crime devint le fait divers de l'époque. Le Hartford Courant l'a publié dans ses colonnes. De sa culpabilité, telle que l'affaire apparaît aujourd'hui, il ne peut y avoir que très peu de doutes. Et il semble qu'il ait été poussé par la peur à commettre le meurtre, tout en l'exécutant d'une manière si maladroite qu'il lui était presque impossible d'échapper aux soupçons et à l'arrestation. Le mardi 10 septembre, une audience a commencé à la mairie de Madison. Les organes vitaux de Mary Stannard étaient conservés dans des bocaux en verre. Dans un étrange retournement de situation, il a été révélé qu'au moment de sa mort, Mary n'était pas du tout enceinte. L'audience a également appris qu'une grande quantité d'arsenic avait été retrouvée dans son corps, suffisamment en fait pour tuer jusqu'à 20 personnes. L'audience a duré 2 semaines, et le révérend Herbert Hayden a été déclaré innocent de toutes les charges. Beaucoup d'habitants de Madison avaient du mal à croire que le révérend puisse être coupable d'un tel crime, et, lorsqu'il a quitté le tribunal, il a été accueilli par certains de ses partisans en liesse. Plus tard cependant, des preuves ont montré qu'après avoir rencontré Mary le 3 septembre, le révérend s'était rendu à Middletown où il avait acheté une once d'arsenic sous prétexte qu'il voulait se débarrasser des rats qui posaient problème dans sa maison. Le poison avait été emballé et étiqueté, mais le nom de l'acheteur n'avait pas été relevé. Cependant, alors qu'il quittait la pharmacie, il fut abordé par un monsieur qui fréquentait son église et qui s'enquit de la santé de sa femme et de son nouveau-né. Avec cette nouvelle preuve, le révérend Hayden fut de nouveau arrêté et conduit à la prison de New Haven. Il fut alors inculpé et resta en prison en attendant son procès pour le meurtre de mademoiselle Mary Elizabeth Stannard. Le procès du révérend Herbert H. Hayden commença le 7 octobre 1879, plus d'un an après que le meurtre ait été commis. Et tout comme la première audience, ce fut une affaire houleuse. Tous les témoins qui étaient déjà apparus auparavant furent sommés de se présenter. La défense évoqua plusieurs suspects alternatifs, y compris le père de Mary, Charles. Un autre nom mentionné fut celui de Ben Stevens, âgé de 60 ans qui était bien connu de la famille. Il avait été suggéré que, le vendredi suivant le meurtre, la femme de Monsieur Stevens lavait son pantalon et y trouva tellement de sang qu'elle s'évanouit. Lorsque les journalistes l'avaient interrogée à ce sujet, elle leur avait dit qu'elle s'était effectivement évanouie, mais à cause de la fatigue, d'avoir trop travaillé ce jour-là, et elle avait assuré aux journalistes qu'elle n'avait trouvé aucune trace de sang sur le pantalon de son mari.
La seule chose qui restait mystérieuse était l'arsenic. L'accusé avait admis avoir acheté une once d'arsenic dans le but de se débarrasser des rats dans sa maison. Il avait assuré aux autorités ne pas l'avoir utilisé, précisant que l'arsenic était encore dans sa grange. Les autorités l'ont trouvé exactement où il l'avait indiqué, encore emballé et inutilisé. Cependant, le professeur Samuel Johnson de la faculté de médecine de Yale a pu déterminer que l'arsenic trouvé dans la grange était différent de celui trouvé dans l'estomac de Marie. Il a été expliqué au tribunal que l'arsenic se condense en cristaux à 8 faces qui sont ensuite broyés avec un rouleau. Cependant, certains des cristaux sont si petits qu'ils restent intacts. En utilisant un microscope pour examiner en détail ces cristaux, le professeur a pu affirmer de façon concluante que l'arsenic trouvé dans la grange n'avait pas été acheté au même moment ni dans le même magasin que celui où l'accusé avait prétendu avoir acheté l'arsenic afin de se débarrasser des rats sur sa propriété. Cependant, l'arsenic trouvé dans l'estomac de Marie avait sans aucun doute été acheté dans le magasin de Middletown. La défense a aussi présenté des témoins pour contester cette théorie. Bien que les preuves scientifiques présentées n'aient pas prouvé que l'accusé était coupable, elles ont suggéré qu'il n'avait pas dit la vérité sur l'endroit où il avait acheté l'arsenic trouvé dans sa grange. L'accusation a informé le tribunal qu'elle pensait que l'accusé avait acheté plus d'arsenic après avoir donné l'arsenic acheté à Middletown à Marie. Ils ont affirmé qu'il avait agi ainsi pour tenter de dissimuler son crime. L'accusation pensait que Marie avait pris l'arsenic, croyant que c'était un remède rapide pour mettre fin à sa grossesse. Elle s'est inquiétée pour sa sécurité et a essayé de retourner chez elle en courant. Pris de panique, le révérend Hayden l'a frappé avec une petite pierre puis lui a tranché la gorge. Le tribunal a vu un couteau de poche appartenant à l'accusé. Cependant, il n'était pas rare de posséder un tel couteau à l'époque. C'est la comparution à la barre de la femme du révérend Hayden, Rosa, qui a le plus marqué le jury. Dans un témoignage émouvant, elle a affirmé sa totale confiance en l'innocence de son mari. Le procès a duré 3 mois, et ce n'est qu'en janvier 1880 que le jury s'est finalement retiré pour délibérer sur l'affaire. Mais après mûre réflexion, ils n'ont pas réussi à parvenir à un verdict. Il y a donc eu un jury dans l'impasse. Le procès avait duré bien plus longtemps que prévu et avait coûté plus de 30 000 $. L'État n'était pas prêt à financer un autre procès, surtout après avoir appris qu'un seul juré pensait que l'accusé était coupable. Les autres avaient tous été convaincus de son innocence après le témoignage de Madame Rosa Hayden. Quelques jours plus tard, le révérend Herbert H. Hayden fut libéré. Il retourna ensuite auprès de sa famille. Pendant un court moment, il continua à prêcher dans le ministère méthodiste, mais finit par décider de déménager à New Haven et travailla comme charpentier. Il est décédé le 13 mai 1907 à l'âge de 57 ans. De l'argent avait été collecté pour aider le fils de Mary, William. Il a continué à vivre dans la région. Ironiquement, il est décédé à Middletown en 1957 à l'âge de 81 ans. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.